Bienvenue dans cette vidéo où nous allons nous intéresser au contrôle génétique du sexe d'un individu. Cette capsule s'insère dans le thème 3, féminin-masculin, et couvrira le chapitre 2, intitulé « Devenir homme ou femme ». Cette vidéo a pour but de vous présenter les paramètres qui contrôlent la mise en place des appareils génitaux féminins et masculins au cours de la vie embryonnaire. Vous avez déjà vu au collège que l'espèce humaine possède 46 chromosomes, comme représenté sur le karyotype qui s'affiche à l'écran. Ces chromosomes sont répartis en paires de chromosomes homologues, 23 paires au total. Dans chaque paire, l'un des chromosomes provient de la mère de l'individu, l'autre de son père. Les chromosomes maternels et paternels dans une paire homologue possèdent les mêmes gènes au même locus, représentés ici par des couleurs correspondantes. L'une de ces paires de chromosomes participe à la détermination du sexe d'un individu. Les hommes possèdent un chromosome X et un chromosome Y, tandis que les femmes, elles, possèdent 2 chromosomes X. De ce fait, chaque gène sur l'un des chromosomes X trouve son équivalence sur l'autre chromosome X. Un homme, quant à lui, possède un chromosome X et un chromosome Y. Le chromosome Y est plus petit que le chromosome X et contient de ce fait moins de gènes. Tous les gènes présents sur le chromosome X ne trouvent donc pas leur équivalent sur le chromosome Y et inversement. C'est un gène porté uniquement par le chromosome Y, le gène SRY, pour Sex Determining Region of Y Chromosome, qui est à l'origine de la différenciation sexuelle dans l'espèce humaine. Mais comment cette différence chromosomique explique l'apparition de caractères soit masculins, soit féminins, chez un embryon en développement? Un début d'explication nous est offert dans le premier film Jurassic Park. Lors de leur visite, le Dr Wu en charge du laboratoire annonce aux différents personnages que tous les dinosaures dans le parc Jurassique sont des femelles, pour éviter que ces derniers ne puissent se reproduire dans la nature. Le professeur Malcolm cherche alors à en savoir plus. Mais, encore une fois, comment êtes-vous sûr que ce ne sont que des femelles? L'un de vous se promène dans le parc et soulève les jupes des dinosaures? Nous contrôlons leurs chromosomes, ce n'est pas si difficile que ça. Tous les embryons des vertébrés sont fondamentalement des femelles. Il leur suffit d'une hormone en plus au bon moment du développement pour en faire des mâles. Mais nous ne leur refusons. Vous voulez leur refuser? Qu'entend le professeur Wu quand il affirme « tous les embryons des vertébrés sont fondamentalement des femelles ». Durant les 8 premières semaines de développement, il est impossible de distinguer le sexe de l'embryon. L'appareil reproducteur est dans un état phénotypique indifférencié. Aucune différence n'est visible entre les régions génitales des embryons mâles et les régions génitales des embryons femelles. Cet appareil génital indifférencié est défini par la présence de gonades de structures identiques qui deviendront soit des testicules, soit des ovaires. Ce stade indifférencié comprend également des voies génitales doubles qui serviront à conduire les gamètes chez l'adulte. Il s'agit des canaux de Muller, ici en rose, et des canaux de Wolff, représentés en bleu. C'est l'expression du gène SRY dans les fœtus de sexe masculin qui va activer une cascade de nombreux gènes, aboutissant à la différenciation de la gonade en testicule. La différenciation des gonades en testicules ou en ovaires est le premier événement de la réalisation du phénotype sexuel. Chez le fœtus mâle, la différenciation des voies génitales est permise par 2 hormones testiculaires, la sécrétion de testostérone, qui permet le maintien et la différenciation des canaux de Wolff en voie génitale mâle et glandes annexes, et la sécrétion d'AMH pour anti-Mullerian hormone, qui provoque la régression des canaux de Muller. En l'absence de chromosome Y, donc en l'absence du gène SRY, la gonade indifférenciée se transforme spontanément en ovaire. Cette transformation est due d'une part à l'absence de testostérone qui va provoquer la régression des canaux de Wolff et d'autre part à l'absence d'AMH qui permet le maintien et le développement des canaux de Muller en voie génitale femelle. L'observation de mutations apparues sur les chromosomes sexuels chez des souris et les conséquences de ces mutations renseignent sur l'importance du gène SRY dans le développement des caractères sexuels chez le fœtus. Un fœtus de souris possédant un chromosome X et un chromosome Y sur lequel se situe le gène SRY se développera en souris fertile de sexe masculin. Un fœtus de souris possédant un chromosome X et un chromosome Y sur lequel le segment contenant le gène SRY est manquant à cause d'une mutation se développera en souris femelle, mais cette dernière sera infertile.
Enfin, un fœtus de souris possédant 2 chromosomes X, dont l'un a acquis le chromosome Y par le biais d'un échange avec un chromosome Y lors de la méiose, se développera en mâle, mais celui-ci sera infertile. C'est donc bien le gène SRY qui oriente le développement d'un fœtus vers un embryon mâle ou femelle, et non la présence de 2 chromosomes X ou d'un chromosome Y. Si nous représentons cette suite d'événements sous la forme d'un schéma fonctionnel, à partir de gonades indifférenciées, 2 voies de différenciation peuvent être empruntées. Si le fœtus possède le gène SRY, les gonades se transforment en testicules. Celles-ci vont sécréter l'hormone AMH qui va entraîner la régression des canaux de Muller. Les testicules vont également sécréter de la testostérone qui va permettre le maintien des canaux de Wolff et la différenciation des organes génitaux mâles. En l'absence de gène SRY, les gonades vont se transformer en ovaires. Ces derniers vont sécréter des œstrogènes. Il résulte de cette transformation le maintien des canaux de Muller, la régression des canaux de Wolff et la différenciation des organes génitaux femelles. La différenciation de l'ovaire ne nécessite donc pas un signal de féminisation, mais une absence de signal de masculinisation de la gonade indifférenciée. C'est ce que veut dire le professeur Wu de Jurassic Park lorsqu'il affirme « Tous les embryons des vertébrés sont fondamentalement des femelles ». Les organes génitaux arrivent à maturité à la puberté, entre 8 et 13 ans chez les filles et entre 10 et 14 ans pour les garçons. Comme vous l'avez vu au collège, cette période s'accompagne du développement des caractères sexuels secondaires. Chez la femme, les seins augmentent de volume, les hanches s'élargissent, les règles apparaissent. Chez l'homme, la pilosité se développe en particulier au niveau du visage, les cordes vocales s'épaississent et la voix devient plus grave, c'est la mue. La musculature se développe, le pénis et les testicules augmentent de volume. La dernière notion que nous allons aborder dans cette capsule est la distinction entre l'identité sexuelle et l'orientation sexuelle. L'identité sexuelle se forge à partir de la combinaison de différents facteurs. Tout d'abord, les caractéristiques génétiques et morphologiques de l'individu démontrent son appartenance physique à l'un ou l'autre des deux sexes. L'identité sexuelle inclut également le ressenti, propre à chaque individu. Il est généralement en accord avec les sexes génotypiques et phénotypiques. Cependant, l'inverse est possible également, c'est le cas chez les individus dits transsexuels. Ces derniers ressentent et revendiquent une identité sexuelle opposée à leur sexe génétique. Enfin, les normes sociales et culturelles constituent le dernier paramètre. Ces normes sont imposées dès le plus jeune âge, au travers notamment des jeux d'enfants, des coupes de cheveux, des tenues vestimentaires ou des comportements, induits ou imposés. Un exemple de conditionnement social est par exemple l'appellation « garçon manqué » pour qualifier une petite fille au fort caractère et à tendance bagarreuse. L'orientation sexuelle, quant à elle, n'appartient qu'à la sphère privée. Elle est souvent issue d'une prise de conscience à la puberté de son attirance pour une personne de sexe opposé, c'est l'hétérosexualité, ou parfois même du même sexe, on parle alors d'homosexualité. Nous terminons ici cette vidéo. Nous continuerons en cours le thème 3 féminin-masculin avec le chapitre « Vivre sa sexualité » en nous intéressant à l'influence des hormones et du système de récompense sur le comportement de reproduction chez l'être humain.